Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Dombo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Nous allons faire un zooming sur le secteur du ciment dans notre pays. On sait très bien que le Congo-Brazzaville dispose d'importants atouts pour devenir le hub cimentier, non seulement sous-régional, mais aussi au-delà, c'est-à-dire dans l'espace régional. Et pour cause, la vallée du Niari compte aujourd'hui trois entreprises de cimenterie. Il y en avait 5, 2 ont mis la clé sous le paillasson. Nous allons certainement y revenir. Et pourquoi est-ce que l'on n'exploite pas donc à bon escient ces atouts dont dispose le Congo, du point de vue géographique, mais aussi du point de vue de la quantité abondante de calcaire dans ce pays? Le calcaire, je vous le rappelle, contribue pour l'essentiel. C'est l'élément fondamental qui contribue à 85% dans la production du clinker. Le clinker sans lequel on ne peut pas faire du ciment. Et puis on y ajoute du gypse et quelques éléments additifs. C'est ça qui fait donc le ciment. Pour ceux qui certainement ne comprennent pas ce qui est plus technique, je voudrais dire que lorsqu'on veut fabriquer du ciment, il faut 85% de calcaire. Le Congo en dispose abondamment dans les pays de la vallée du Niari. Et c'est grâce donc à ce calcaire que l'on fabrique ce qu'on appelle le clinker. Cela est absorbé, donc le clinker absorbe 85% de calcaire et c'est ce qui fait que ce mélange constitué avec du gypse, qui est un produit tout à fait industriel, on finit donc par faire du ciment. Et le Congo dispose non seulement aujourd'hui donc du calcaire en abondance, comme je viens de le dire, mais aussi avoir ce qu'on appelle le gypse. Le gypse, d'ailleurs, puisqu'une usine a été récemment créée en Fouati, dans le département de la Moïsane, il s'agit de Soremi, qui permet donc quand même d'avoir l'essentiel des éléments constitutifs qui permettent de fabriquer du ciment. Et je me réjouis parce que, vaut mieux tard que jamais, les autorités gouvernementales, notamment le ministère du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, a organisé un forum ici même à Brazzaville pour essayer d'échanger avec les principaux acteurs sur la possibilité de faire que le hub financier qui devrait revenir au Congo, comme l'Algérie a su mettre tout à fait cette expérience dans ses cordes, puisque l'Algérie aujourd'hui est devenue au sens réel du mot un hub cimentier au niveau non seulement du Maghreb arabe, mais aussi de l'Afrique. Et le Congo peut évidemment, fort de ses potentialités, devenir aussi un hub cimentier, dans un premier temps en Afrique centrale, mais aussi dans l'espace régional. L'espace régional, on le sait, très demandeur des produits de la cimenterie, d'autant plus qu'on sent un saut qualitatif et quantitatif en matière d'infrastructure. Bon, bref, l'Afrique est en construction et a donc toujours besoin des produits de la cimenterie. Pourquoi est-ce que le Congo n'exploite pas donc cette possibilité de devenir un hub cimentier? Nous allons essayer donc de vous apporter quelques éléments qui nous ont permis au cours de ces séminaires, d'ailleurs ouverts par le ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, Nicéphore Antoine Fila Saint-Eudes, que je vous prie de suivre dans cet extrait. L'industrie du ciment représente un maillon stratégique de l'appareil productif national en fournissant un intrant indispensable à l'ensemble du secteur du bâtiment et des travaux publics. Il est aujourd'hui établi que le ciment intègre une chaîne de valeur qui englobe l'extraction des matières premières, calcaire et argile, la production, le transport
et fondamentalement la logistique aujourd'hui. Autour de cette chaîne de valeur se développent plusieurs activités, créant ainsi des opportunités économiques à chaque étape. L'analyse de son importance requiert une approche multidimensionnelle intégrant les paramètres économiques, environnementaux et technologiques. Alors, pour nous faire une idée, n'est-ce pas, du potentiel en matière de ciment du Congo, je vous prie de regarder ce tableau et vous allez vous rendre compte que nous avons actuellement 3 cimenteries qui fonctionnent, mais malheureusement à 30% seulement de leur capacité. Qu'est-ce qui fait cela? On va certainement y répondre à travers ce podcast. Tenez par exemple la société Sonoc, c'est un investissement, comme vous le voyez sur ce tableau, de 20 milliards de francs CFA avec des actionnaires chinois qui ont 56% de parts. L'État congolais en a 44% et vous avez une capacité de production de ciment qui est de 300 000 tonnes, tandis que la production annuelle tourne donc autour de 200 000 tonnes. C'est une société qui utilise 410 personnes et elle est située, n'est-ce pas, dans la carrière qui est à 8 km de l'unité de production, donc reliée par une ligne, n'est-ce pas, périphérique. Vous avez la société Forcepac qui donc a finalement investi 34 milliards de francs CFA. Sa capacité de production est de 300 000 tonnes, tandis que sa production annuelle tourne autour de 200 000 tonnes. C'est une société qui emploie 350 personnes avec une carrière qui est située à 21 km de l'unité de production. Pour préciser quelque chose, c'est une société qui s'est spécialisée dans la production de ciment marin, ce qui n'est pas toujours assez facile dans la sous-région d'Afrique centrale de trouver des usines qui font uniquement dans du ciment marin. Et Dangote, c'est vraiment la plus grande cimenterie avec un investissement qui parle de lui-même de 139 milliards de francs CFA, comme vous le voyez sur ce tableau. Sa capacité installée est de 1 500 000 tonnes, tandis que sa production annuelle actuellement tourne autour de 1 95 000 tonnes. C'est une société qui emploie 1000 personnes et sa carrière est située aux environs, c'est à plus de 2 km de l'unité de production reliée par une ligne téléphérique. C'est vraiment alors le seul exportateur de clinker dont je vous ai parlé, parce que sans le clinker, on ne peut pas fabriquer du ciment. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, Dangote qui fabrique du clinker ne puisse pas l'exporter dans les pays environnants? Nous allons certainement y revenir dans notre deuxième partie, puisque vous allez le découvrir que nous avions aussi auparavant, tenant compte toujours des potentialités de production de ciment de Congo, je rappelle, c'est une parenthèse, qu'il y a 2 unités de cimenterie qui sont à l'arrêt. Il s'agit de la CIMAF, qui était, n'est-ce pas, une société à capitaux marocains. Elle est à l'arrêt, mais elle avait justement investi, pour votre information, comme vous le voyez sur ce tableau, 35 milliards de francs CFA avec une capacité de 500 000 tonnes et 200 emplois y avaient été créés. Bon, la société a arrêté de produire depuis juillet 2019 pour des raisons qui nous ont été évoquées, tout simplement de mauvais choix, parce qu'il semble que les Marocains, en arrivant, voulaient s'investir également dans le secteur de l'habitat. Et donc, ils voulaient faire comme une certaine corrélation entre la production de leur ciment qui devait être destiné à l'habitat. Bon, d'autres disent que c'est certainement parce que l'État n'a pas tendu l'oreille assez fine à leur desiderata, et c'est pourquoi les Marocains ont été obligés de plier bagage.
Et il y a aussi donc Diamond Cement. Diamond Cement, c'est une société qui s'est installée dans le département du Poul, plus précisément à Mindouli. Bon, est-ce qu'il y a eu un mauvais business plan de la vie de certaines personnes que nous rencontrons? C'est que c'est une société qui se crée avec des capitaux à la fois indiens, congolais, togolais, et ils choisissent une zone qui est quand même située, il faut le reconnaître, un peu loin de la zone d'extraction du calcaire, ce qui a engendré donc des coûts additionnels. Et puis, effectivement, lorsqu'ils calibrent leur business plan, c'est quand même lorsque le Congo se trouve dans une période faste avec le boom pétrolier. Et donc, certainement, on n'a pas tenu compte de ces indicateurs et ça, certainement, pourquoi pas désorienter les investisseurs qui avaient misé un peu plus gros, tenant compte de l'environnement très favorable qui était celui de l'époque. Et des crédits ont été justement pris auprès, par exemple, des Ecobank, hein, ça, selon nos informations, ce qui fait qu'à la fin, bon, le projet ne s'est plus avéré rentable et au finish, alors eux aussi, ils ont été obligés de mettre la clé sur le paillasson. Donc voilà, vous voyez donc tenant compte du potentiel en matière de production de calcaire au Congo, beaucoup d'acteurs ont tenu à s'y installer. Il s'agit des acteurs tout à fait nationaux. Il s'agit des acteurs aussi, comme vous avez pu le constater, qui sont des étrangers. Je rappelle pour les besoins de l'histoire que la première cimenterie date des années 1968, c'était Sigonon. Donc, lorsqu'il y a eu la libéralisation du secteur, finalement, on a vu cet important nombre d'acteurs, de cimentiers se bousculer pour pouvoir donc venir investir au Congo-Brazzaville. Et comme je vous le rappelais, le Congo dispose donc d'un réel potentiel en termes de production de calcaire. Je vous ai dit, le calcaire contribue donc pour l'essentiel à 85% de la production ou de la fabrication du clinker. Le clinker est un élément très essentiel dans le cadre de la fabrication de ciment. Vous y ajoutez 15% d'argile et puis d'autres éléments additifs. Voilà ce qui vous donne donc du ciment. Le Congo en possède. Le Congo en possède au point où aujourd'hui, on sait très bien que on peut même on peut diminuer une portion congrue certaines importations en termes, par exemple, de produits qui sont comme le gypse, puisqu'il y a une usine, comme je vous le disais d'entrée de jeu, qui a été donc installée à Fouati, dans le département de la Bouenza. Il s'agit de la société Sorini, qui donc produit aussi bien de l'argile dont on a besoin pour faire du ciment, pour produire du ciment, mais aussi un peu de gypse. Donc, les facteurs favorables sont là, même si de l'autre côté, on peut quand même regretter que le capital humain n'a pas suivi dans ce secteur parce que l'industrie cimentière n'est pas comme les autres. Il faut aussi avoir la qualité, c'est-à-dire des ressources humaines, si vous voulez, en termes beaucoup plus techniques, c'est-à-dire le capital humain qui convient. Mais n'empêche que du point de vue de la production, le Congo aujourd'hui est devenu, il faut le reconnaître, autosuffisant en matière de production de ciment. Alors, voulez-vous que je vous fasse un petit peu un mini-zooming, comme vous le voyez sur ce tableau, c'est-à-dire la répartition du marché. Vous avez par exemple Dangote ici, comme vous le voyez, qui absorbe à lui seul 65% de la consommation locale. Vous avez la société Forcepac qui est à 20% de part de marché, et puis Sonor qui se situe aux environs de 15%. Je rappelle que sur une capacité opérationnelle de 2 millions de production de tonnes de ciment, par exemple en 2019, la consommation locale se situe aujourd'hui, si on essaie de faire un tout petit peu un point sur les 3 dernières années, la consommation locale tourne autour de 600 000 tonnes par an. Et les sociétés, au-delà des parts de marché que nous voyons sur le tableau,
tourne vraiment pas à plein régime, tourne seulement à 30%, n'est-ce pas, de leur capacité. Et quels sont les principaux demandeurs de ciment sur le plan local? On sait très bien que 50%, c'est généralement les projets de l'État. Et comme vous savez, l'État aujourd'hui n'est plus vraiment sur le chantier du BTP, tenant compte de la conjoncture économique et financière. Cela fait certainement que, bon, aujourd'hui, sur le plan local, on sent quand même que ces usines tournent que à 30% de leur puissance, de leur capacité de production. Vous avez aussi 30% du ciment qui est utilisé par les ménages, c'est-à-dire vous et moi, les gens qui essayent de se lancer dans des travaux de construction à titre personnel. Et enfin, 20% de ciment du Congo produit au Congo est consommé par des entreprises. Mais comme vous savez, par effet d'entraînement, lorsque l'État lui-même, qui est le plus grand employeur dans ce pays, est impacté par la crise économique et financière que nous vivons, et par effet d'entraînement, donc, disais-je, ce n'est pas évident toujours que des particuliers, y compris aussi des entreprises locales, soient engagées dans des grands travaux de BTP, ce qui donc freine quand même, il faut le reconnaître, le marché local. Mais voici un tout petit peu les prix, hein, pour avoir la tendance des prix. Les prix qui ont été fixés le 29 janvier 2004 justement par l'État, par les pouvoirs publics, parce que les prix du ciment au Congo sont justement contrôlés par l'État afin d'éviter le renchérissement ou alors une inflation des produits cimentiers dans notre pays. L'État est obligé donc de fixer, d'homologuer des prix. À Brazzaville, par exemple, une tonne de ciment de 32,5 coûte 85 000 francs CFA et une tonne de ciment de 42,5 qui est produit, on le sait, par Dangote, coûte 90 000 francs CFA. Tandis qu'à Pointe-Noire, ils avaient 32,5, c'est-à-dire le ciment de 32,5 N, je précise bien, comme vous le voyez sur ce tableau, coûte 83 000 francs CFA et 42,5 R coûte 88 000 francs CFA. Alors, si vous faites une comparaison avec les autres pays de la sous-région, on est franchement, le ciment du Congo, c'est-à-dire est compétitif parce que les prix et du Cameroun et de la République démocratique du Congo sont, on le sait très bien, très élevés, enfin peut-être très élevés, surtout à Kinshasa, sont très élevés au point où, voilà, normalement, avec un peu d'audace, avec la diplomatie économique en avant, il est possible que le ciment du Congo soit plus compétitif. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que fort de cette potentialité dont on dispose au Congo avec une production aujourd'hui qui pourrait atteindre les 2 millions de tonnes par an, que l'on ne soit pas capable d'envahir ou alors, pourquoi pas d'absorber l'essentiel des marchés environnants. Il faut quand même reconnaître une chose, oui, c'est vrai que une partie du ciment du Congo réussit à se faire vendre, par exemple, en République centrafricaine, au Tchad, dans les provinces est du Gabon, dans la province angolaise du Cabinda, dans le nord-est et le centre-sud de la RDC, oui, mais ce n'est pas Kinshasa qui est quand même un marché, il faut le reconnaître, de potentiel de 6 millions, hein, puisque la population de Kinshasa aujourd'hui tourne autour de 10 et 15 millions d'habitants. Est-ce que vous savez que les autorités de Kinshasa ont donc utilisé ce qu'on appelle le protectionnisme économique, même si cela n'est pas reconnu par l'OMC, bon, c'est un peu à la Donald Trump, en disant que oui, si donc le Congo voudrait vendre son ciment chez nous, ça ne doit pas être à Kinshasa. Kinshasa est le marché exclusivement réservé à la cimenterie de la République démocratique du Congo, qui est donc la cimenterie de Lukala. Et donc, il faut aller donc au-delà de ces zones pour aller vendre, notamment dans la partie est et ainsi de suite. Bon, ben, malheureusement, cela souvent n'est pas aussi facile parce que cela obère des coûts ou alors une logistique assez importante qui renchérit quasiment dans le coût au point parfois
se pose un problème de compétitivité. Alors, est-ce qu'il faut faire à ces niveaux? Est-ce qu'au niveau de Brazzaville, on n'use pas de la diplomatie économique pour essayer, pourquoi pas, de faire que les relations commerciales soient saines dans une concurrence pure et parfaite? Je rappelle aussi que Dangote réussit à vendre du ciment au Cameroun, notamment surtout le produit clinker, parce que c'est quasiment la seule société qui produit du clinker dans la sous-région d'Afrique centrale. Et là aussi, il faut noter une chose, selon nos informations, le Cameroun importe du clinker chaque année à hauteur de 88 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui fait donc que dans cet environnement économique assez concurrentiel, nous ne serions pas capables d'aller à l'assaut, par exemple, du marché camerounais pour essayer de retirer ou d'absorber l'essentiel je ne dirais même pas des devises, parce que le Cameroun dépasse cet argent en devises, ce qui suppose qu'il y a aussi les taux de change auxquels ce pays doit faire face en termes de transactions financières à l'international, alors que le clinker produit localement se vendra en monnaie locale, c'est-à-dire le franc CFA de l'Afrique centrale. Et ensuite, il s'agit tout simplement d'un clinker qui est situé juste à côté, parce qu'il suffit tout simplement soit de passer par route, soit de prendre la voie maritime pour approvisionner le marché camerounais. Il est bien vrai que le Cameroun vient d'ouvrir une société de clinker qui est située au nord du Cameroun. Se posera certainement aussi là le problème d'acheminement de ce clinker au niveau des usines cimentières qui sont situées plutôt sur le côté littoral, dont je crois Douala et Kribi. Mais par contre, le Congo dispose de cet avantage. Et je vais d'ailleurs, à toute fin utile, là, comme vous le voyez sur ce tableau, qui dessine d'ailleurs le marché du ciment et du calcaire, c'est-à-dire un regard particulier sur le clinker, qui est un élément constitutif très important dans la production ou alors la fabrication du ciment. Ce sont des sources qui proviennent de Dangote. Voyez-vous donc à travers ce tableau, vous voyez comment se comporte le marché, par exemple, africain en termes d'importation de clinker. Le Ghana en importe 5 847 millions de tonnes, la Côte d'Ivoire 7 000 tonnes, le Cameroun 3 722, et je vais vous dire que le Cameroun, dont ce chiffre représente donc 88 milliards de francs CFA par an que peut capter, n'est-ce pas, les industries cimentières du Congo, notamment le groupe Dangote. Et Dangote, une parenthèse, vend justement du clinker au Cameroun, mais pour l'instant, c'est destiné à Dangote Cameroun, c'est-à-dire la société de ciment éponyme qui est donc située à Douala au Cameroun. Vous voyez, ça se passe donc entre des cimenteries du même groupe, mais ça ne permet pas encore d'aller vers Cimencam, ainsi de suite. Vous allez voir pourquoi, je vais vous dire. Vous avez le Kenya qui en importe pour 1880, l'Ouganda 1821, vous avez le Burkina Faso qui en importe pour 1420, la Mauritanie qui en importe pour 840, le Bénin pour 589, comme vous le voyez sur ce tableau, le Sénégal 365, le Mali 239, l'Angola 239 et le Burundi 223. Vous voyez donc le marché qui est tout simplement absorbable par l'industrie cimentière du Congo. C'est-à-dire, si vous tenez compte de ce que je viens de donner comme information, c'est-à-dire ces pays qui importent dans le clinker pour faire fonctionner leur cimenterie. Cela veut dire qu'il y a du potentiel. Et n'allons pas loin pour ne prendre que, on peut dire, si vous voulez comme ça, on va prendre le trio, voilà, c'est-à-dire le top 3. On s'est dit donc, le Cameroun en a besoin pour 3 700 n'est-ce pas, de tonnes en termes de volume par an. Si vous voulez, en 2025, on s'est situé là pratiquement, volume annuel pour le Cameroun est de 4,07 millions de tonnes. Vous avez la Côte d'Ivoire qui est à 7,49 millions de tonnes. Et vous avez le Ghana qui est
à 4,32 millions de tonnes. Pour ne prendre que ces trois pays, ça veut dire que si donc le Congo fait fonctionner à plein régime son industrie cimentière, il est probable que l'on capte l'essentiel de ces marchés qui sont assez demandeurs, comme je le disais d'entrée de jeu, du ciment, parce que la construction, le boom de la construction en termes d'infrastructures, et on est toujours demandeur du ciment, ce qui fait que le Congo, qui non seulement bénéficie d'une meilleure position géographique, avec un port profond au niveau de Pointe-Noire, avec un port fluvial qui Pointe-Noire pour joindre le port autonome de Brazzaville afin de monter jusqu'à Bangui, il y a des potentialités dont le Congo, dont dispose le Congo pour pouvoir justement jouer ce rôle de hub cimentier en Afrique centrale et aussi au-delà. Alors, qu'est-ce qui fait que au regard de ces potentialités, le ciment du Congo ne soit pas celui qui absorbe donc l'essentiel des marchés, non seulement sous-régionaux, mais aussi régionaux? Alors, je vais essayer déjà de dire qu'il s'agit, dans un premier temps, d'un problème de coût logistique. Vous savez, un pays comme l'Algérie, il y a eu franchement, il faut le reconnaître, une réelle volonté politique. Les autorités algériennes se sont investies pour faire justement de l'Algérie un hub cimentier dans la Méditerranée, sinon dans les pays du Maghreb arabe. Et la volonté politique dans ce genre de contexte s'accompagne de plusieurs décisions qui sont prises au niveau du gouvernement, c'est-à-dire de l'architecture gouvernementale, parce que c'est une question, on le sait, transversale, qui concerne non seulement le ministère du Développement industriel, vous avez le ministère du Commerce, vous avez le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, vous avez le ministère de l'Environnement, vous avez le ministère des Mines et de la Géologie, vous avez le ministère même de la Défense. Vous voyez, c'est une question transversale qui, pour moi, ne devrait pas seulement être du ressort du ministère du Développement industriel et de la promotion du secteur privé. C'est une question très importante au regard, n'est-ce pas, du potentiel dont dispose le Congo en matière de calcaire, qui, je vous l'ai dit, est un élément constitutif à 85% du clinker, ajouté à de l'argile 15%, et de quelques éléments additifs qui font donc du ciment. Et il faut donc noter qu'il y a ce problème. Par exemple, quand je parle de coût logistique, est-ce que vous savez qu'il y a un problème de redevance tel que pour le port, le Conseil congolais des chargeurs, le Socotram, c'est-à-dire la Société congolaise de transit maritime, la marine marchande et toutes ces structures connexes au port qui viennent donc renchérir le coût. Donc, vous avez ces problèmes logistiques qui font que, à la fin, si vous devez aussi ajouter à cela les ponts à péage, vous avez toutes ces choses qui font que finalement, comme vous le voyez sur notre tableau, je vous donne le tableau comparatif parce que lorsque vous voulez vous lancer dans un commerce, vous voulez vous lancer à l'exportation d'un produit, il faut analyser aussi la concurrence. Et donc, regardez, en ce qui concerne la concurrence, que la concurrence propose par rapport au clinker qui est produit au Congo par la cimenterie Dangote. Regardez, par exemple, voyez le Vietnam. Le Vietnam, c'est pour votre gouverne le premier pays qui produit le clinker. Et vous avez le Portugal, vous avez la Turquie. Je vous donne les éléments. Vietnam, on est à 52 dollars la tonne. Vous avez le Portugal qui est à 48 dollars la tonne. La Turquie qui est à 47 dollars la tonne. L'Égypte qui est à 44 dollars la tonne. Dubaï, 44 dollars la tonne. La Chine, 36 dollars la tonne. L'Algérie, dont je parlais tantôt, 36 dollars la tonne. La Côte d'Ivoire qui est à 50, voilà. Vous voyez donc, quand vous regardez tout cela, vous vous rendez donc compte qu'il y a un problème. Et quand il y a ce problème, vous voyez, en ce qui concerne le clinker que le Congo propose, c'est-à-dire produit par le groupe Dangote, et qui devrait être assez demandé par les autres cimenteries de la sous-région et au-delà, nous sommes à 19 dollars la tonne. Ouh là là, c'est exorbitant. Mais qu'est-ce qui fait que ce soit exorbitant? C'est tout simplement les coûts, n'est-ce pas, logistiques auxquels je venais de faire allusion.
C'est-à-dire que lorsque vous faites la sommation de ces coûts, de ces coûts, n'est-ce pas, logistiques, tout ce que j'ai évoqué, eh bien, celui qui vend, il faudrait bien qu'il fasse du bénéfice. Nous ne sommes pas dans une église. Même à l'église, on demande quand même la dîme, n'est-ce pas? Alors, ça fait que là, il faut absolument donc qu'il puisse gagner. Ça fait qu'il se retrouve à un coût de 79 $ la tonne. Mais une chose, il faut quand même le noter, c'est que le clinker produit au Congo, selon des analyses qui ont été apportées par des experts en la matière, c'est qu'il est de bonne qualité. Hein. Ça a même été, par exemple, expertisé au niveau du Cameroun pour le comparer avec les clinkers qui proviennent d'autres pays concurrentiels. On a constaté que celui qui est produit au Congo est vraiment de meilleure qualité parce qu'il permet à des cimenteries de faire des économies, c'est-à-dire on utilise une dose moindre pour pouvoir faire du ciment, tout simplement parce qu'il est de bonne qualité. Alors, est-ce qu'il ne s'agit pas pour les autorités congolaises de se pencher sur la question, surtout au moment où on parle de l'entrée de la ZLECAf, de l'arrivée de la ZLECAf? Qu'est-ce qui est promis pour vraiment avoir comme produit qui peut aussi arroser les autres marchés, sachant qu'il n'y aura plus de barrières, même si les autorités de la République démocratique du Congo imposent un protectionnisme à l'image de Donald Trump, mais on sait très bien que dans le contexte africain, notamment de la ZLECAf, ces barrières vont sauter et le Congo pourrait donc pénétrer ce marché. Et certainement, il faut se préparer à la compétition parce qu'il n'y a rien de pire qu'un produit qui est importé de Chine ou de Turquie. Comme je viens de vous le dire, regardez, le clinker produit en Algérie coûte 36 $ la tonne, tout comme celui produit en Chine coûte 36 $ la tonne. Je ne fais pas injure à ce clinker, mais il a été remarqué par des experts que le clinker produit au Congo est pourtant celui qui est de meilleure qualité. Même s'il coûte 79 $ la tonne, je vous apprends qu'il y a des industries cimentières du Cameroun qui en sont, n'est-ce pas, preneurs. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? La seule chose que moi, je peux certainement avoir comme petit regret à l'issue de ce forum auquel d'ailleurs j'ai pris part, c'est que la communication de la Direction générale des mines et géologie m'a laissé un tout petit peu sur ma soif parce que on nous a parlé d'un potentiel évalué en milliards de calcaire, milliards de mètres cubes de calcaire. Seulement, j'étais très étonné, d'ailleurs j'ai posé la question de savoir qu'il n'y avait pas une quantification exacte, c'est-à-dire chiffrée, et que le ministère de la Géologie ne dispose non pas d'une modélisation 3D, ou alors pourquoi pas des drones, ou la possibilité d'utiliser les nouvelles technologies pour quantifier réellement le potentiel de calcaire dont dispose le Congo. Parce que c'est ça aussi qui doit, pourquoi pas, attirer des investisseurs. Un investisseur doit venir sachant qu'au Congo, il y a une potentialité qui est telle que je peux y investir un peu plus de moyens et chercher comment je vais rentabiliser mon investissement. Donc ça, c'est certainement un point sombre. C'est justement pour moi une occasion ici de demander aux autorités de ce ministère des Mines et Géologie de pouvoir donc utiliser les méthodes de numérisation, de nouvelles technologies à la mode, par exemple la modélisation 3D pour vraiment quantifier le potentiel dont dispose le Congo-Brazzaville en matière de production ou de réserve de calcaire. Alphonse Nogo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Nous sommes très heureux d'être des vôtres et je vous prie de vous abonner sur notre chaîne Alphonse Bongo TV, sur notre compte YouTube. Vous serez davantage informés sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances, au commerce et rassurez-vous, nous allons vous revenir dans les tout prochains jours sur le reprofilage de la dette du Congo. Oui, le mot est trop technique. Le reprofilage, c'est quoi? Vous allez le découvrir dans le prochain podcast puisque le Congo doit débourser 509 milliards de francs CFA au cours du mois de septembre et d'octobre pour pouvoir rembourser ce que nous devons sur le marché des titres publics. Nous allons y revenir. À bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville. Cuisine africaine, moderne et traditionnelle. Cadre sympathique.
Salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.